Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science avec Lorraine. Salut Lolo. Salut Vincent. Le sujet d'aujourd'hui, alimentation, cancer et médias. Ou si vous préférez, les 12 aliments qui pourraient causer le cancer et que vous mangez tous les jours. Alors Lorraine, je te propose un exercice aujourd'hui. J'ai amené dans ces deux sacs-là des aliments dans le genre qu'on pourrait retrouver chez n'importe qui. On va les diviser en deux catégories. De ce côté-ci de la table, on va mettre les aliments qui pourraient guérir ou au moins prévenir le cancer. De ce côté-ci de la table, on va mettre les aliments qui pourraient causer le cancer. Et pour s'aider, en fait, j'ai imprimé des articles, soit de la presse locale, soit de sites de santé alternatifs ou encore de la presse internationale. Donc, je t'en donne la moitié. Ok, merci. Est-ce qu'on est bon? Est-ce que c'est clair? Oui, c'est très clair. On se lance. Lorraine, je suis pas mal certain que j'avais amené du vin. Qu'est-ce que tu en as fait? Ah ben je l'ai mis ici, parce que ici, il y a une étude qui dit que le vin, ça pourrait causer le cancer à cause de l'alcool. Oui, mais moi ici, j'ai une étude qui dit clairement qu'il y a des molécules dans le vin rouge qui pourraient permettre de prévenir le cancer du poumon. Bon ben qu'est-ce qu'on fait? On le met où? Dans le milieu? Ok. Ok, c'est... Donc, on a une troisième catégorie, là, ici. Ah, mais, Lorraine, le thé, c'est compliqué, par exemple. Non, regarde, ici, cette étude-là, elle dit que le thé, c'est très bon pour les cancers parce que ça contient des antioxydants. Oui, sauf que, moi ici, j'ai une étude qui montre clairement que de boire des boissons chaudes comme le café ou le thé, ça pourrait augmenter les risques de cancer de la gorge. Ah ben, peut-être avec du thé glacé, alors. Non. Parce que le thé glacé, c'est plein de sucre raffiné. Puis ça, définitivement, ça peut causer le cancer. Bon. Ben, on fait quoi? On l'enlève aussi? Ok. Écoutons, Lorraine, on dirait que les scientifiques, ils savent pas ce qu'ils disent, ils arrêtent pas de se contredire. Oui. Vous avez peut-être déjà remarqué, certains médias semblent de prendre très à cœur cette tâche de classer tous les objets inanimés, principalement les aliments, en deux catégories. D'abord, ceux qui pourraient prévenir ou guérir le cancer et ceux qui pourraient le causer. Mais comme vous avez vu, entre autres avec l'exercice auquel Lorraine et moi on vient de se livrer, la réalité est pas mal plus complexe que ça. En fait, ce qui arrive, c'est qu'on ne peut pas juste regarder une molécule et savoir si elle est cancérigène. On ne peut pas se dire « Ah ouais, cette molécule-là, là, avec les deux boules rouges, là, puis la boule noire de même, là, ah non, elle, ça c'est sûr qu'elle cause le cancer. » Ça ne marche pas comme ça. En fait, il y a trois approches principales, trois techniques qui peuvent être employées afin de savoir si une substance est soit cancérigène ou peut-être si elle peut servir à prévenir ou même guérir le cancer. Une première méthode consiste à travailler en laboratoire sur des cellules avec notre substance. Par exemple, ce qu'on peut faire, c'est d'exposer des cellules à un agent qu'on pense être cancérigène et regarder si on provoque des mutations. Malheureusement, cette approche-là a toutes sortes de limitations. En fait, parce que le corps humain, c'est extrêmement complexe. Il y a toutes sortes d'enzymes, d'hormones et de produits biochimiques qui interagissent et ça, c'est extrêmement dur à simuler dans une boîte de pétri sur un comptoir de laboratoire. Mais cette approche-là est très valide puisque c'est notre première piste pour essayer de trouver des mécanismes par lesquels une substance pourrait causer le cancer. Alternativement, si on pense qu'une substance pourrait servir à combattre le cancer, on peut prendre des cellules cancéreuses et les exposer à notre substance. Ce qu'on veut savoir ici, c'est est-ce que notre substance va détruire de manière sélective les cellules cancéreuses? Parce que, vous savez, même l'eau de Javel, ça sert à détruire des cellules cancéreuses. Le problème avec l'eau de Javel, c'est que ça va aussi détruire toutes les autres cellules. Le mot important ici est donc la sélectivité de notre médicament contre le cancer. Une seconde approche consiste à travailler avec des animaux de laboratoire. En effet, comme vous en doutez, on ne peut pas donner une substance qu'on pense être cancérigène à forte dose à des êtres humains et après compter lesquels vont développer des cancers. Donc, pour faire ce genre d'expérience, qui est très importante, on travaille avec des animaux de laboratoire. Par exemple, des souris.
Cependant, les souris, comme beaucoup d'animaux, ont une biochimie qui est quand même assez différente de celle des êtres humains. Et donc, quelque chose qui est toxique pour une souris ne l'est pas nécessairement pour un être humain. Un bon exemple est celui du chocolat et des chiens. Vous voyez, si vous donnez du chocolat à votre chien, ça peut être extrêmement dangereux. En fait, c'est un poison pour les chiens. Alors que pour l'être humain, heureusement, ça a une très faible toxicité. C'est la théobromine qui est responsable de l'effet euphorisant qu'a le chocolat sur l'humeur humaine. Malheureusement pour le chien, il y a beaucoup de difficultés à métaboliser cette molécule et donc rapidement, elle peut s'accumuler dans son organisme et rapidement, elle devient toxique. Mais on est vraiment chanceux, les êtres humains, on a une très bonne capacité à gérer la théobromine. Pour ce qui est des substances qu'on pense pourraient servir à guérir ou au moins prévenir le cancer, alors là, on peut faire effectivement des tests sur les êtres humains, mais jamais avant d'avoir complété les tests sur les animaux qui sont en général la première étape de toute étude de nouveaux traitements. C'est vrai pour n'importe quel médicament. Une troisième méthode consiste à observer un groupe dans une population et tenter de compter le nombre de cancers qu'il va y avoir en fonction de leurs habitudes de vie. C'est ce qu'on appelle l'épidémiologie. Par exemple, pour la fumée de cigarette, on s'est assez rapidement rendu compte que les fumeurs développaient des cancers de la gorge et des poumons à un taux beaucoup plus élevé que le reste de la population. Cependant, il faut faire attention avec les conclusions de ce genre d'études, puisqu'il y a une tonne de facteurs difficiles à contrôler qui peuvent influencer l'incidence de certains cancers. Par exemple, si on voulait faire une étude à savoir si la viande rouge peut causer le cancer, peut-être qu'on prendrait un groupe de population qui mange beaucoup de viande et de l'autre côté, prendre un autre groupe, disons d'une centaine de personnes, qui sont végétariens. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre ces deux groupes-là, à part le fait qu'ils mangent ou pas de la viande. En général, on s'aperçoit que les végétariens ont un salaire plus élevé avec un emploi qui est moins contraignant physiquement. Aussi, en moyenne, les végétariens font plus attention à leur corps et ont tendance à faire plus d'activité physique. Chacun de ces facteurs peut avoir une incidence sur la propension à développer des cancers. Il faut donc s'assurer de contrôler chacun de ces facteurs. Et donc, avant d'être capable de tirer de bonnes conclusions, il faut faire plusieurs études et avoir recours à cette bonne vieille méta-analyse. Si vous voulez en savoir plus sur la méta-analyse, je vous invite à aller voir ma vidéo sur la collaboration Cochrane. Donc, les cigarettes sont un très bon exemple de ces trois approches. D'abord, on a une forte corrélation statistique qui nous montre que les fumeurs développent des cancers à un taux beaucoup plus grand que le reste de la population. Ensuite, on a testé beaucoup des produits chimiques qui se retrouvent dans les cigarettes, d'abord sur des animaux où on a vu que ça leur faisait développer beaucoup plus de tumeurs et aussi sur des cellules en laboratoire où on induit des mutations avec des produits comme par exemple le benzène. Donc bingo, ces trois approches nous montrent clairement que la fumée de cigarette est dangereuse et peut causer le cancer. Si vous portez attention, vous devriez être capable de trouver au moins une fois par semaine dans les médias de masse une histoire du genre « L'huile d'olive guérit le cancer ». Voici 12 recettes contenant de l'huile d'olive que vous pouvez faire à la maison. Et bien ici, on fait dans le sensationnalisme, souvent en se basant sur un seul article scientifique qui a généralement des conclusions beaucoup plus nuancées. On a ici seulement en fait une partie du puzzle, mais à sensationnaliser, c'est peut-être bon pour vendre des copies de journaux, mais ici on affaiblit la confiance du public envers les scientifiques. Et ça peut avoir des impacts négatifs à long terme. Alors le mot de la fin, c'est que consommer avec modération, la majorité des aliments qu'on peut retrouver en supermarché ne va pas guérir votre cancer, mais ça ne va pas non plus vous en donner un nouveau. Sauf la cigarette. La cigarette, ça cause le cancer. Les enfants, commencez jamais à fumer. La cigarette, c'est pas cool. Puis mangez des légumes. Mangez le plus de légumes que vous pouvez, c'est super bon pour la santé. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire ou l'aimer. Encore mieux, vous êtes invité à la partager sur les réseaux sociaux. Un gros merci à Lorraine qui a accepté de se prêter à l'exercice de classification des aliments en 2 ou 3 catégories en début de vidéo. Alors d'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!